Le nouveau chef d'état-major est entré en fonction ce jeudi. Le lieutenant-général Christian Chiwewe a reçu le bâton de commandement des mains du président de la République. Il est le 24e chef d'état-major de l'histoire de la RDC. Tracasserie et bavure policière, une motion d'interpellation est déposée à l'Assemblée nationale contre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sur cette pratique qui peine à être éradiquée de la police nationale congolaise. Verkis Kiamwangana a tiré sa révérence ce jeudi. Décédé à l'âge de 78 ans, l'homme à plusieurs casquettes a fait parler de lui avec sa composition Nakomi Tunaka qui évoquait l'origine de la race noire. Et en Irak, le Parlement a élu le nouveau président de la République ce jeudi. Il s'agit du Kurde Abdel Latif Rachid qui a chargé Mohamed Shia al-Soudani, un ancien ministre et 2 fois député, de former un gouvernement. Très heureuse de vous informer. Bienvenue sur Télé 50. Ce fait, le lieutenant-général Christian Chiwewe est effectivement chef d'état-major général et des forces armées congolaises. Il a reçu ce jeudi le bâton de commandement des mains du président de la République démocratique du Congo avant de prêter serment sous les couleurs du drapeau national. La cérémonie s'est déroulée au camp Kokolo de Kinshasa et a connu la participation du président du Sénat et du Premier ministre. Tracasserie et bavure policière à Kinshasa et sur l'ensemble du territoire national. Le député national Josué Mofula vient de déposer une interpellation au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo, et qu'il vienne s'expliquer devant les élus sur ces pratiques observées dans le chef des agents de l'ordre. C'est une session de septembre qui s'annonce très houleuse à l'Assemblée nationale. Les membres du gouvernement Samalou Kondé sont dans les viseurs des députés nationaux. Car des initiatives de contrôle parlementaire se multiplient et se succèdent. Et chaque jour apporte son lot d'actualité. Après Chérubin Okende, Rose Mutombo, Christophe Lutundula, c'est le tour de Daniel Asselo, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, affaires coutumières, d'être visé par une interpellation du député national Josué Mofula, qui veut que le patron de la territoriale vienne s'expliquer sur la recrudescence des tracasseries et bavures policières sur les artères de la ville de Kinshasa et sur l'ensemble du territoire national. D'initier une interpellation contre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, parce que le tracasserie policière, en tout cas, taraude les esprits de nos concitoyens. Autre phénomène dénoncé par l'élu de Goma est l'embarquement des véhicules dans des gros camions pour la fourrière où il faut débourser pas moins de $150. De véhicules qu'on ramène dans une fourrière au Kalufungula et pour récupérer le véhicule, vous devez payer plus ou moins $150. Cette interpellation est la suite de la question écrite déposée depuis le 25 août dernier au bureau de l'Assemblée nationale. Les heures qui suivent, selon certains députés, d'autres initiatives parlementaires seraient en cours. L'Union sacrée continuera-t-il à protéger ses ministres ou va-t-elle les sacrifier le jour qui vienne? Nous en dirons un peu plus. La diplomatie parlementaire entre la Belgique et la RDC de plus en plus active. Une délégation des parlementaires belges conduite par André Flau, président honoraire du Parlement fédéral belge, est à Kinshasa pour redynamiser les relations interparlementaires entre les deux pays. Ce jeudi, ils ont échangé avec la partie congolaise sous la conduite du président du Sénat, Bahati Lukwebo. L'agenda de la mission parlementaire belge au sein de laquelle on note la présence de Rachid Madran, le président du Parlement bruxellois, prévoit un certain nombre d'activités afin de redynamiser les relations parlementaires entre Bruxelles et Kinshasa. Il y a une volonté de raffermir les partenariats dans tous les domaines, dans tous les secteurs, et c'est tout à fait normal que comme parlementaire, on commence par les contacts avec le président du Sénat, qui était un peu à la base aussi d'un redémarrage des relations avant même toutes les autres visites. Il y a des collaborations, des partenariats qui sont prévus. Il y a des visites sur le terrain qui sont prévues dans des domaines variés comme l'enfance, la santé, l'éducation, l'environnement et aussi la défense. Je crois qu'il faut pouvoir aborder tous les thèmes qui
unissent en quelque sorte la République démocratique du Congo et la Belgique et les peuples des deux côtés. Les autres membres du bureau du Sénat et les membres du groupe parlementaire d'amitié belgo-congolais ont également pris part à cette séance de travail. Pour rappel, la RDC et la Belgique ont signé en juin dernier à Bruxelles un protocole des coopérations interparlementaires. L'accord signé côté congolais par le président du Sénat Modeste Bathily-Lukwebo et côté belge par la présidente de la Chambre de représentants Madame Eliane prévoit le renforcement des capacités institutionnelles, techniques et administratives des députés et sénateurs et l'ensemble du personnel de deux parlements. Et dans la province du Congo central, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique a procédé au lancement de l'opération d'identification biométrique des fonctionnaires à Matadi. L'identification biométrique lancée a atteint à tous les territoires du Congo central, le cas de Mwanda et Luozi, où l'identification biométrique a débuté simultanément avec le chef-lieu Matadi. Après Kinshasa, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a procédé au lancement de la phase de l'identification biométrique en province. Cette opération lancée à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, va se dérouler en 5 phases à raison de 5 provinces par phase. Je vous remets officiellement votre carte d'agent public certifié, avec l'objectif d'assurer une véritable sécurisation des données de fonctionnaires de l'État. Et en second lieu, le VPM de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a procédé au recensement complémentaire de retraités et rentiers à la Caisse nationale des fonctionnaires de l'État. Séance tenante, le chef des divisions et des bureaux recensés était tout heureux de recevoir leur carte de main du vice-premier ministre de la fonction publique. Le souhait, c'est que chaque agent public, chaque fonctionnaire dispose de sa carte de sécurité sociale. Et pour ce, nous avons instruit la CENSAP de procéder à la poursuite de ces activités dans le Congo central au regard des indicateurs qui nous renseignaient que nombre d'agents publics ici dans la province ne disposent pas encore de ces cartes. Le gouvernement que dirige le Premier ministre Sama Lukonde est résolument engagé à remettre l'administration publique sur le rail de la modernité, l'innovation et du redressement, et cela s'inscrit en droite ligne des instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Face au chef de division et de bureau, Jean-Pierre Liaou a martelé sur le combat mené contre les antivaleurs. Dans le Katanga, le gouverneur de province a convoqué ce jeudi les comités fédéraux de l'UDPS et de Ensemble pour la République. Jacques Kaboula Katoué a appelé à l'apaisement au lendemain d'une confrontation par médias interposés. Après la réunion, les deux responsables de deux partis ont déclaré qu'ils ne sont pas concernés par la marche prévue demain, vendredi. Et à ce sujet, on écoute le président fédéral de l'UDPS et la coordonnatrice adjointe de Ensemble qui s'y sont exprimés au micro de Télé 50. Nous sommes venus ici parce que nous voulons que nous puissions parler de la paix. La paix, ça c'est tellement magique. Nous faisons la politique, c'est vrai. Nous, à l'UDPS, nous avons fait la politique et c'est avec une méthode de non-violence. Nous l'avons fait durant l'opposition, nous l'avons continué jusqu'à ces jours-ci. Donc nous ne voulons pas qu'il y ait des troubles. Demain, il n'y aura pas de marche. Parce que ce message qui a été lancé dans les réseaux sociaux, nous ne sommes pas concernés. Nous demandons à notre population, nous demandons à tout le monde de l'UDPS, les jeunes particulièrement, de ne pas aller assister à une quelconque marche que nous n'avons pas demandée. Celui qui a parlé n'a pas eu mandat pour pouvoir le faire, et donc nous refusons cela. Voilà un peu le message que je vais donner. Nous sommes ensemble ici avec nos amis de Ensemble. C'est vous dire que tout s'est bien passé et nous allons nous séparer dans la paix. La province du Katanga et surtout la ville de Lubumbashi, c'est la ville pour la paix. Il nous a vraiment demandé que nous puissions garder cette constance-là de la paix et que tous nous puissions vraiment aménager et que nos jeunes qui ont eu à faire des déclarations dans les réseaux sociaux puissent vraiment partager cette paix et vraiment vivre ce calme. Voilà, nous demandons à tous les jeunes de se calmer et que tous nous puissions vraiment être des agents de la paix, des acteurs pour la paix.
Toujours dans le Haut-Katanga, Jacques Aboula a visité les écoles primaires Katouba 1er et Oussoudia 1 et 2. Ces 3 écoles ont été saccagées par des inciviques, la première au mois de juin 2022 et les 2 dernières en 2018. L'objectif poursuivi par le gouverneur, l'évaluation des dégâts pour envisager leur réhabilitation. EP Katouba 1er dans la commune de Katouba. Première école visitée par le gouverneur de province Jacques Aboula Katoué. Ici, des inciviques avaient mis le feu à une partie de ce complexe au mois de juin dernier. 5 salles de classe ont été emportées. Le chef de l'exécutif provincial a suivi les explications de la part des responsables de cette école sur les dégâts causés. Jacques Aboula Katoué a sur place promis sa réhabilitation à la grande satisfaction du directeur de cette école. Poursuivant sa ronde, Jacques Aboula Katoué s'est rendu à l'épée Oussoudia 1 et 2. Ces écoles ont été vandalisées par des hors-la-loi, tôles et portes emportées, bureaux et salles de classe brûlées. Ces écoles ne sont plus viables. Le gouverneur a personnellement constaté ces dégâts, ayant pénalisé le bon fonctionnement de ces écoles primaires situées sur l'avenue Boukama dans la commune de Kenya. Le gouverneur a également promis de les réhabiliter le plus tôt possible, tout en condamnant le saccage de ces complexes scolaires. Concrètement, nous attendons la réhabilitation totale de notre école. Nous attendons vraiment de merveilles du côté du gouverneur de province. Et nous sommes très sûrs que ça ira. Sinon, sa présence me réconforte et donne déjà la joie à toute la communauté de cette école de l'épée et Oussoudia. Il s'y est de noter que les écoles primaires Oussoudia 1 et 2 ont été vandalisées en 2018 lors de la dernière campagne électorale organisée en République démocratique du Congo. Et à Kalemi, dans la province du Tanganyika, plus de 20 000 personnes sinistrées des conflits intercommunautaires vont bénéficier d'un appui en semences et en vivres grâce au financement de l'USAID exécuté par l'ONG Pacte et PAM. La cérémonie du lancement de cette campagne a eu lieu à Kalemi ce jeudi en présence du ministre de l'Intérieur et Sécurité. Il s'agit d'un programme conjoint Pacte-PAM dans le cadre du projet TCMR financé par l'USAID. Au total, 21 000 personnes sont ciblées comme bénéficiaires de cet appui en semences et en vivres, appui qui corrobore avec le programme d'action du gouvernement provincial du Tanganyika, défendu à l'Assemblée provinciale par le gouverneur Julie Ngungwa Mwayuma lors de l'investiture de son gouvernement. Sur la plage Raissa Beach à Kalemi, toutes les communautés sont présentes. Toi comme Bantou, représentant toutes les victimes des conflits intercommunautaires ayant détruit la sécurité alimentaire dans cette partie du pays. C'est le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Pierre Lumbwe Kazimoto, qui a représenté le gouverneur Julie Ngungwa Mwayuma en mission et qui a en son nom transmis le message fort à la population, celui de capitaliser cette semence distribuée pour leurs profits à venir, étant donné que cette campagne entre dans le cadre du programme de pacification et de réinsertion communautaire du gouvernement provincial. Je voudrais au nom de son Excellence Madame la Gouverneure Julie Ngungwa Mwayuma vous remercier de votre présence à cet hémicycle qui nous réunit aujourd'hui. Franchement, je salue combien c'est significatif les gestes posés par nos partenaires, USAID et Pacte Congo. Je déclare ouvert la cérémonie de lancement des travaux de la distribution de semences et vivres. Sur place, plusieurs activités ont été au rendez-vous, notamment de sketch, théâtre, folklore, témoignages, musique, discours, tous allant dans le sens des sensibilisations communautaires sur la bonne gestion des semences. Et puis le gouverneur de l'Équateur, Boloko Bolumbu, s'est rendu à Bokatola mercredi accompagné des directeurs de l'office de route et celui de BTC pour faire l'état des lieux sur le niveau d'exécution des travaux de réhabilitation de la RN8 tronçon comprise entre Kalamba et Bokatola. 2 mois après les lancements des travaux, Bobo Boloko, en sa qualité d'acteur du développement, a voulu palper du doigt l'état d'avancement des travaux et donner des instructions claires aux agents de l'office des routes commis pour ces travaux et les prévenir sur l'arrivée imminente de la saison pluvieuse. Pour sa part, le directeur provincial de l'office des routes, Herman Tomba, a rassuré les gouverneurs de l'Équateur quant à la disponibilité des ouvriers qui travaillent d'arrache-pied sur ces projets. L'état des lieux est plus ou moins satisfaisant, d'autant plus que nous avons commencé premièrement avec l'ouverture de la route. Il y a une semaine que les travaux de rechargement ont démarré. Et en estimant les linéaires, nous sommes ici à 13 km.
Donc nous pouvons considérer que le niveau d'avancement est quand même satisfaisant. Nous sommes sur 47 km, nous intervenons sur 47 km et systématiquement nous rechargerons plus ou moins 11 km de guide. Nous ferons un rechargement systématique avec une épaisseur compactée à 30 cm. C'est ce qui reste le plus. Nous devons continuer avec le dégagement du tronçon. En même temps, supprimer tout le bourbier. Cette visite de l'autorité provinciale a redonné encore l'espoir aux habitants de ces coins de la province qui ne savaient à quel sens se vouer quant à l'état de délabrement très avancé de cette route. Lutte contre le blanchiment des capitaux en RDC, la cellule nationale des renseignements financiers veut impliquer tous les acteurs dans l'atteinte des assignations du plan d'action du groupe d'action financière GAFI. Le secrétaire exécutif de la CNRF, Adelaire Kisula, a à cet effet sensibilisé les banquiers. La cellule nationale de renseignement financier entend impliquer tous les acteurs dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et surtout dans l'atteinte des assignations du plan d'action du GAFI, le groupe d'action financier. Le secrétaire exécutif Adelaire Kisula Betika a sensibilisé les banquiers dans cette croisade contre le blanchiment des capitaux. Le secrétaire exécutif de la CNRF nous a informé du plan d'action qui a été mis en place par le GAFI. Et cette rencontre était importante parce que le secteur bancaire est une partie importante dans la mise en œuvre de ce plan d'action. Notre rapport est attendu et il est pertinent. Toutes les banques commerciales ont mis en place des mesures en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux dans le respect de la loi qui est en vigueur. D'ailleurs, si vous regardez le rapport d'évaluation mutuelle du GABAC, il y est signalé que le secteur bancaire est le seul aujourd'hui qui a une bonne compréhension des risques de blanchiment des capitaux. La RDC a pris l'engagement en vue de respecter ce plan d'action et a reconnu les normes du GAFI comme référentiel en matière de lutte contre le blanchiment du capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Pour rappel, depuis 2019, le président de la République s'est résolument engagé dans la lutte contre le blanchiment de capitaux. L'esprit et la volonté d'entreprendre continuent de gagner le cœur des Congolais soucieux du développement économique de la RDC. C'est dans ce cadre que s'inscrit la signature de ce protocole d'accord entre l'Association des sous-traitants de la République démocratique du Congo et la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo, représentés respectivement par Landry Mea et Eric Makwala. Le protocole d'accord conclu entre l'Association de sous-traitants congolais et la Fédération nationale de jeunes entrepreneurs du Congo consiste à mettre en place un cadre formel de collaboration pour l'encadrement et l'accompagnement de ces jeunes afin de favoriser l'essor économique de leurs activités. Nous savons où chercher le fonds pour se rassurer que les entrepreneurs sont financés comme il le faut. Et moi-même, de mon côté, j'ai également créé une structure pour se rassurer que les entrepreneurs congolais sont financés. Comment est-ce que nous allons mutualiser les efforts entre nos deux structures pour permettre à ce que nous puissions lever les équivoques et cette entrave qui donne, je dirais, des alibis aux entreprises principales de consister. Il faut par ailleurs noter que la cérémonie des signatures du protocole d'accord précité s'est déroulée en présence du directeur général adjoint de l'autorité des régulations de sous-traitance dans les secteurs privés, Alain Boussi. Ceci démontre une fois de plus la volonté et l'intérêt que porte le gouvernement de la République à travers ses structures spécialisées à matérialiser la vision du chef de l'État. Dans toutes les campagnes de vulgarisation que nous menons au niveau de l'ARSP, nous encourageons les entrepreneurs congolais à pouvoir créer des regroupements, à pouvoir se mettre ensemble pour quelquefois mettre leurs capacités financières ensemble. De cette sommation-là, ils pourront être éligibles pour certains types de marchés. Cette initiative, qui mérite d'être soutenue et encouragée, permettra aux jeunes entrepreneurs congolais à s'engager davantage dans l'entrepreneuriat afin de contribuer de manière substantielle au développement économique de la République démocratique du Congo.
Programme de développement local de 145 territoires. Par un atelier, la CFF a formé ses points focaux et assistants administratifs pour une bonne exécution de ce projet dans les 7 provinces. À sa charge, la prochaine étape sera celle du lancement des travaux proprement dits. Par cet atelier, la cellule de financement en faveur des États fragiles veut mettre à niveau les 7 assistants administratifs et les 7 points focaux, entendez les antennes provinciales, afin qu'ils se préparent conséquemment, non seulement pour le lancement dans les prochains jours, des travaux proprement dits dans le cadre du programme de développement des 145 territoires de la RDC, mais aussi pour mieux faire le suivi et l'évaluation de ces travaux. Au cours de ces assises, 5 points étaient au menu, parmi lesquels les informations sur les infrastructures à construire et les outils de communication pour informer les partenaires et les bénéficiaires des interventions exécutées par la CFF, pour ne citer que cela. Les coordonnateur de la CFF, Alain Longongo Kisoso, s'est dit prêt pour la prochaine étape car selon lui, les entreprises contractantes et la CFF s'alignent déjà pour le lancement proprement dit des travaux par le gouvernement à la fin du mois d'octobre. Nous venons aujourd'hui de passer à la première activité, celle de former nos antennes provinciales. Ensuite, dès que c'est fini, ces antennes vont se déployer la semaine prochaine en province et dès qu'elles seront opérationnelles en province, le lancement va se faire à la fin de ce mois. Retenez, la CFF devra faire construire et équiper 635 infrastructures en raison de 360 écoles primaires, 232 centres de santé et 43 bâtiments administratifs dans les 43 territoires situés dans les provinces du Congo central, du Kwango, du Kwilu, des Maïndombe, de l'Équateur, du Nord et Sud-Ubangi. Soutenance à l'université de Kinshasa de la thèse de doctorat par le chef des travaux Fonsa Campia Archelin, une étude qui répond aux besoins d'une gouvernance efficace et plus rationnelle à multiniveau de gestion pour le développement de la province du Kwilu. Dans une soutenance publique de sa thèse de doctorat en sciences politiques et administratives, le chef de travaux Fonsa Campia Archelin va au-delà de la simple description en posant le problème réel de la province du Kwilu. Une étude de terrain centrée sur la décentralisation et l'autosuffisance locale en RDC, plaidoyer pour une gouvernance participative au développement de la province du Kwilu. La théorie que nous présentons aujourd'hui va nous amener à réaliser un développement de la province du Kwilu par la base. Ça veut dire que rien ne pourra se réaliser si la population qui est concernée par ces développements n'arrive pas à être impliquée ou à participer sur l'action de politique publique provinciale. Fondée sur la théorie des pôles fédérateurs, cette étude propose les modèles de développement soutenus par la trilogie de la récapitalisation, la création des centres de développement local et la gouvernance participative à multiniveau. Cette thèse est une réponse à une série de problèmes qui se posent dans la province du Kwilu. Et quand nous avons essayé d'analyser tous ces problèmes-là, nous sommes allés jusque sur le terrain pour constater qu'est-ce qui n'allait pas. C'est avec mention grande distinction que le candidat Fonsa Campia Archelin devient docteur en sciences politiques et administratives, une joie dans l'acquisition de ses diplômes et un signe de l'université de Kinshasa attaché au grade obtenu. En dehors de nos frontières, le bilan passe de 100 à 200 morts enregistrés et pas d'accalmie en Iran, où les manifestations touchent présentement toutes les villes et toutes les couches de la société iranienne de manière inédite. Depuis l'annonce du décès de la jeune étudiante de 22 ans le 16 septembre, Mahsa Amini est devenu symbole de la révolte des milliers d'Iraniens contre le port obligatoire du voile. La tension ne fait que monter sur les sujets et plusieurs villes remettent en cause le pouvoir des religieux sur la société iranienne. Et après un an d'impasse, l'Irak a un nouveau président. Le Parlement d'Irak a élu ce jeudi le Kurde Abdel Latif Rachid, président de la République. Première étape pour extirper le pays d'une grave crise politique, encore illustrée par les tirs des roquettes juste avant le vote. On revient au pays pour parler de la culture. Dès ce jeudi à Kinshasa, de l'artiste musicien Kiemwangen Mateta alias Verkis, auteur, compositeur, arrangeur, saxophoniste,
producteur et chanteur Kiamongana Mateta, ancien de l'Ok Jazz de Luambo Makiadi et patron du groupe VV, s'était révélé auprès du grand public par la chanson Nakomitunaka en français. Je me demande, il a tiré sa révérence à l'âge de 78 ans de suite d'une maladie. Suivez ici un extrait de son passage dans JMK Rencontre. Il y a encore quelques années, l'homme était en pleine forme. Naza fier na bateau yonga na aidé Kofi wana asa très poli bateau ba mona ye otima be non Kofi asa bien soko respecter ye pas respecter yo na salibele ba nyoka longo ngam na sala bango mbongo na ngai ba grand maquisard ba orchestre nyoso tout ba tabouler j'ai intervenir siko regret nyoza nango ngai nazana regretter parce que je vis bien nazana bien Mende, et puis singa court. Okoyate, aussi la tête. Mais pour la quoi, il faut la tête à banda qu'on est dans un angle. Hein? Bébé, ça c'est un lot côté. Atati a comme les actions en côté ou comme un piéton. Est-ce que n'a piéton. Dans un jeep, on a mon dit asika. Il y a causé occasion terre. Merci à vous. On ne peut que souhaiter paix à son âme. L'artiste est bien parti et prenons cette mise en garde du groupe Ventura de l'homme d'affaires Dan Gettler. Il se dit victime d'une énième campagne de diabolisation visant à saper son image et se réserve le droit de poursuivre les instigateurs en justice. Communiqué de presse. Nous observons depuis plusieurs mois une nouvelle campagne médiatique de dénigrement menée par des médias français avec relais en République démocratique du Congo pour manipuler l'opinion publique en liant le nom du groupe Ventura et Dan Gettler à des affaires n'ayant absolument aucun lien avec sa personne dans le but de salir leur réputation. Ces tentatives sont menées par des personnes et médias bien identifiés. Nous tenons à informer officiellement le public de ce qui suit. Si, dans les prochains jours, cela persiste, comme fait dans un passé récent, le groupe Ventura et Dan Gettler se réservent le droit de poursuivre en justice tout média ou toute personne qui relaie publiquement des fake news dans le but simplement de manipuler l'opinion pour nuire à leur réputation pour imputation dommageable et dénonciation calomnieuse. Du reste, le groupe Ventura et M. Gettler continueront à honorer leurs engagements sur tous les accords signés avec le gouvernement de la République démocratique du Congo pour permettre à l'État congolais de mobiliser plus de ressources grâce à tous les actifs remis par le groupe Ventura. Le groupe Ventura et Dan Gettler ont toujours cru et continuent de croire au destin positivement exceptionnel de ces géants d'Afrique qu'est la République démocratique du Congo. Fait à Kinshasa, c'est 13 octobre pour Ventura Développement Group. Et juste après ce journal, vous suivrez le communiqué nécrologique sur le décès de Madame Aline Mikombe Banza. Place au rappel des principaux titres. Le nouveau chef d'état-major est entré en fonction ce jeudi. Le lieutenant général Christian Chiwewe a reçu le bâton de commandement des mains du président de la République. Il est le 24e chef d'état-major de l'histoire de la RDC. Tracasserie et bavure policière, une motion d'interpellation est déposée à l'Assemblée nationale contre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sur cette pratique qui peine à être éradiquée de la police nationale congolaise. Le saxophoniste Verkis Kiamongana a tiré sa révérence ce jeudi, décédé à l'âge de 78 ans. L'homme à plusieurs casquettes a fait parler de lui avec sa composition Nakomitunaka qui évoquait l'origine de la race noire. Il a aussi été reçu par Jean-Marie Kassamba. Et en Irak, le Parlement a élu un nouveau président de la République ce jeudi. Il s'agit du Kurde Abdel Latif Rachid qui a chargé Mohamed Chia al-Soudani, ancien ministre et 2 fois député, de former un gouvernement. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu.
les familles Mikombe, Kafoya, les enfants Ngoy et la communauté Luanzolo Mikuba ont la profonde douleur d'annoncer les décès de leur fille, mère, sœur, nièce et tante, Aline Mikombe Banza. Décès survenu le dimanche 9 octobre de suite d'un accident de circulation. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Samedi 15 octobre 2022, veillée mortuaire à l'espace Mona Lisa Center, au croisement des avenues Bangala et Lukengo, référence au stade Vélodrome. Dimanche 16 octobre, les hommages à l'hôpital du cinquantenaire et puis levée du corps pour le cimetière Kimberley. Ce communiqué tient lieu de faire part.